Allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un autre regard sur Radio G. Ce soir, nous allons explorer un territoire particulier à la frontière de la psychologie, du mystère et du monde numérique, un espace où la réalité n'est pas toujours aussi stable que l'on pense. Nous commencerons par un phénomène aussi fascinant que déroutant, les faux souvenirs. Ces moments où notre mémoire reconstruit des événements avec une telle précision qu'on pourrait jurer qu'ils ont réellement existé. Mais comment le cerveau peut-il transformer une suggestion, une image ou un récit entendu en certitude intime ? Et qu'est-ce que cela nous dit sur la fiabilité de notre propre perception du passé ? Alors on poursuivra avec un voyage dans le monde contemporain des créatures et des monstres 2.0, le bestiaire étrange né d'Internet et de l'imaginaire numérique. Alors ici, les légendes ne mettent plus des générations à naître, elles apparaissent, se propagent et évolue en quelques heures seulement. Alors on y croise des figures devenues cultes, comme le Slender Man, mais aussi Jeff the Killer, encore The Rake, une créature humanoïde pâle. Alors le web a vu naître des légendes virales comme Smile Dog ou Momo, qui a marqué les esprits au point de vue de déclencher de véritables vagues de panique médiatique. Alors d'autres créatures viennent d'univers artistiques devenus viraux, tous issus d'un imaginaire numérique en fait qui cesse de se transformer. Et puis il existe aussi des mondes entiers devenus mythiques, comme The Backrooms, cet espace infini, donc on verra ça ensemble tout à l'heure. Enfin, nous terminerons avec un autre phénomène troublant, les expériences de sortie de corps, des témoignages marquants, des sensations de dissociation, impression de flotter au-dessus de soi-même. Alors s'agit-il d'un phénomène neurologique, d'un état de conscience particulier ou d'une expérience encore mal comprise par la science ? Alors 3 thèmes, 3 portes ouvertes sur l'étrange, mais un même fil conducteur, notre perception de la réalité. Ce que nous croyons voir, ce que nous pensons vivre et ce que notre esprit peut parfois construire sans que nous en ayons conscience. Alors ce soir, restez avec moi et gardez l'esprit ouvert parce que parfois, l'étrange ne vient pas de l'extérieur, mais de la façon dont nous regardons le monde. Alors on commence ce soir direct avec un sujet qui paraît presque intime parce qu'il touche directement à ce que nous avons de plus personnel, notre mémoire. Alors on aime croire que nos souvenirs sont des archives fiables, comme des images qui sont stockées quelque part dans notre esprit, que l'on pourrait consulter quelque part à volonté. Pourtant, la réalité est beaucoup plus troublante. Notre mémoire n'est pas une caméra, c'est une reconstruction permanente. Alors il arrive que certains souvenirs soient déformés, complétés, voire entièrement fabriqués, sans que en fait, nous en ayons conscience. Alors un détail entendu, une discussion, une image vue il y a longtemps, et soudain le cerveau crée une scène entière avec une précision bluffante. Alors, on se souvient alors de quelque chose qui n'a peut-être jamais eu lieu. Alors ces faux souvenirs peuvent être anodins, mais ils peuvent aussi être profondément marquants. Ils interrogent sur notre rapport au vrai, à l'expérience vécue et à la confiance que l'on accorde à notre propre esprit. Alors ce soir, première question. Et si certains de nos souvenirs les plus précis n'étaient en réalité que des histoires que notre cerveau s'est racontées à lui-même ? Alors, comme je disais tout à l'heure, on a tous l'impression que nos souvenirs sont stables, comme des fichiers enregistrés dans un disque dur, quelque part dans notre esprit. Pourtant, en psychologie cognitive et en neurosciences, cette idée est aujourd'hui largement remise en question. Il y a plein de chercheurs comme Elizabeth Loftus, qui est figure majeure de l'étude des faux souvenirs, qui ont montré depuis les années 70 que la mémoire n'est pas un enregistrement fidèle, mais un système reconstructif. Alors concrètement, notre cerveau ne relie pas le passé comme une vidéo, il reconstruit les souvenirs à chaque évocation en assemblant des fragments, émotions, perceptions, connaissances actuelles et parfois des éléments extérieurs que nous avions oublié d'intégrer. Alors des travaux en neurosciences, notamment ceux sur la mémoire dite reconstructive, montrent que cette construction peut être influencée par de simples formulations de questions ou de suggestions. Alors, une étude classique de Loftus et Palmer, qui est sortie en 1974, démontre que la manière dont une question est posée peut modifier le souvenir d'un événement chez des témoins oculaires, par exemple.
Et c'est là qu'il y a quelque chose de troublant qui apparaît. À force de reconstruction et sous l'effet de répétition, de narration ou de suggestion d'un tiers, certains détails peuvent se transformer. Une scène peut être légèrement modifiée, une chronologie déplacée, une émotion amplifiée, jusqu'à produire un souvenir cohérent, précis et pourtant partiellement, voire totalement faux. Alors ce phénomène, il est aujourd'hui bien documenté sous le nom de false memory, donc le faux souvenir. Il est observé aussi bien en laboratoire que dans des contextes réels, notamment dans des affaires judiciaires où des témoignages sincères se sont révélés totalement inexacts. Alors le plus déroutant, c'est que ces souvenirs ne sont pas perçus comme des erreurs, ils sont vécus avec la même intensité que des souvenirs authentiques. Le cerveau, lui, ne fait pas spontanément la différence entre ce qui a été vécu et ce qu'il a reconstruit de manière plausible. Et dans certains cas, des souvenirs entiers peuvent même émerger sans base réelle identifiable, un phénomène étudié notamment dans des travaux sur l'implantation des faux souvenirs, où des suggestions répétées peuvent conduire une personne à se rappeler d'un événement totalement fictif. Alors si notre mémoire peut être malléable, aussi influençable, une question alors s'impose: qu'est-ce qui en nous garantit encore la certitude de notre propre passé? Et c'est par là qu'on entre finalement dans le sujet. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous nous souvenons d'un événement, le cerveau ne récupère pas une scène complète stockée comme si on avait enregistré un DVD. Il reconstruit activement ce souvenir à partir en fait de plusieurs sources. Donc il y a des fragments perceptifs, les images, les sons, des sensations corporelles, mais aussi les émotions qui ont été associées à l'événement et les connaissances actuelles. C'est-à-dire qu'on sait par exemple par quelqu'un d'autre qui a vécu ou qui était témoin. Donc on ajoute en fait finalement sa perception à la nôtre. Et parfois des informations qui sont carrément externes, comme des photos, des récits, des discussions, des articles de journaux, des choses comme ça. Alors ce processus de reconstruction, on l'a dit tout à l'heure, il était bien documenté. Donc quand on se souvient de quelque chose, le cerveau ne se contente pas de lire un fichier, mais réassemble des éléments qui ont été totalement dispersés. Donc ça, c'est une vue du coup de 2007 de Buckner et Carroll. Alors, une mémoire aussi qui va changer à chaque rappel. Il y a un point essentiel, il y a mis en évidence par une recherche en fait sur la reconsolidation de la mémoire, je vais y arriver, et qu'à chaque rappel d'un souvenir peut le modifier. Donc, selon les travaux, il y a Nader, Scheif et Ledoux en 2000, ils se sont rendus compte que lorsqu'un souvenir est réactivé, il redevient temporairement malléable avant d'être réenregistré en quelque sorte. Ça signifie qu'à chaque fois que nous nous souvenons de quelque chose, nous ne consultons pas, nous le réécrivons légèrement. Ce qui explique pourquoi les souvenirs peuvent évoluer avec le temps, parfois de manière subtile, parfois de manière importante. Alors, les expériences célèbres d'Elizabeth Loftus, comme je disais tout à l'heure en 1974, ont montré aussi que la formulation d'une simple question pouvait carrément modifier le souvenir. Par exemple, la vitesse estimée d'une voiture dans un accident peut changer selon les mots utilisés. Selon qu'on utilise par exemple le mot heurté, le mot écrasé par exemple. Plus troublant encore, il y a des recherches sur l'implantation de faux souvenirs qui ont montré qu'il est possible, dans certains cas, de faire rappeler à une personne des événements qui ne se sont jamais produits en combinant des suggestions et de la répétition. Donc ça, c'est une étude de Loftus et Pickrell, c'est en 1995, donc vous voyez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système n'est pas une erreur de conception, au contraire, en fait, il est extrêmement efficace pour on va dire, fonctionner dans le quotidien. Une mémoire totalement intacte serait probablement inutile, voire impossible à gérer. Mais cette flexibilité, elle a un coût, c'est qu'elle ouvre la porte effectivement aux distorsions. Et c'est précisément dans cet espace, entre la reconstruction, les réinterprétations, que naissent nos faux souvenirs. Alors concrètement, comment ce faux souvenir va se fabriquer? Alors, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un phénomène qui est rare ou exceptionnel. Les recherches en psychologie montrent que la mémoire humaine est structurellement vulnérable à la reconstruction et à la suggestion. Un faux souvenir, lui, peut émerger de façon de plusieurs sources très banales. Donc un souvenir qui est réel, partiellement oublié, un récit répété par un proche, une photo ancienne sans contexte précis, le cerveau va faire un genre de montage de ce qui aurait pu se passer, ou une simple suggestion verbale du type « tu te rappelles quand ?» Donc les études sur la suggestibilité mnésique montrent que le cerveau humain est particulièrement sensible à ces formulations. Une fois un fragment activé, le cerveau ne le laisse pas de vide, il fonctionne comme un principe de cohérence, c'est-à-dire que le cerveau va utiliser l'hippocampe et le cortex préfrontal pour reconstruire une scène plausible à partir des souvenirs partiels et de connaissances générales. Donc c'est un mécanisme qui est utile, on va dire, au quotidien, parce qu'il a une conséquence directe, c'est les trous sont remplis par des éléments logiques qui ne sont pas forcément vrais. Alors je vous cite un exemple. Une sensation de honte peut être ajoutée a posteriori suite à un souvenir.
Un décor peut être reconstruit à partir d'expériences similaires ou un dialogue peut être complété par cohérence. Alors, les éléments clés dans la formation des faux souvenirs, en fait, c'est la répétition. Plein de recherches en psychologie cognitive montrent en fait que la familiarité subjective augmente avec la répétition d'une information. C'est ce qu'on appelle l'illusory truth effect. Donc ça, c'est sorti des idées de 97. Plus une information est entendue, plus en fait elle paraît vraie. C'est un peu le principe du matraquage des médias. Donc même sans preuve, la répétition en fait peut transformer une idée en souvenir. Alors, les études de Loftus ont également montré que des informations reçues après un événement peuvent modifier la mémoire d'un témoin. Donc il y a une expérience dite Misinformation Effect. Donc ça, c'est Loftus, Miller et Burns, c'est en 78. Des participants ont été exposés à des descriptions erronées d'un événement réel et ça a eu pour conséquence de modifier ensuite leurs souvenirs initiaux. Donc les images jouent aussi un rôle particulier parce qu'elles donnent l'impression d'une preuve, elles renforcent la cohérence narrative et elles augmentent la confiance dans le souvenir. Bah oui, si effectivement il y a des images, c'est forcément que c'est arrivé. Puis il y a la transformation finale, là on passe du doute à la certitude. Le point le plus troublant qui a été mis en évidence par les travaux de l'implantation des faux souvenirs, c'est que certaines personnes peuvent finir par se souvenir, entre guillemets, d'événements entièrement fictifs après avoir été exposés à répétition à des suggestions narratives. Alors dans le cas, le cerveau ne distingue plus clairement ce qui a été vécu de ce qui a été imaginé ou reconstruit. Et surtout, ces souvenirs en fait, sont vécus comme une forte cohérence interne, il y a une charge émotionnelle réelle et il y a une certitude du coup totale que c'est arrivé. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est pas que la mémoire est fausse, mais qu'elle est adaptative. Elle privilégie donc la cohérence, le sens, la continuité, parfois au détriment de l'exactitude. Et c'est précisément dans ce fonctionnement normal que s'ouvre la possibilité des faux souvenirs, le mélange subtil entre la reconstruction, la suggestion et la répétition. Alors quand on quitte la théorie pour revenir au concret, les faux souvenirs peuvent avoir en fait une dimension qui est plus déroutante parce qu'ils ne sont pas seulement un objet d'étude en laboratoire, mais ils existent dans la vie réelle, dans la vie quotidienne, parfois sans que personne ne s'en rende compte. Il peut arriver qu'une personne soit absolument convaincue d'avoir vécu un moment très précis de son passé, une scène d'enfance, une chute, une fête, une conversation, avec une telle précision dans les détails qu'il y a sur le moment aucun doute possible. Les lieux semblent nets, les émotions parfaitement présentes et parfois même les sensations physiques reviennent. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, cet événement peut s'avérer être une reconstruction. Une scène qui a été assemblée à partir de fragments réels, de récits entendus, d'éléments récupérés bien après les faits comme des photographies ou des histoires qui ont été racontées par des proches. Ce qui rend ce phénomène si troublant, c'est qu'il ne s'agit pas en fait d'un mensonge ou d'une confusion consciente. La personne ne fabrique pas volontairement une histoire, elle la vit comme une vérité intérieure, solide, cohérente, indiscutable. Le cerveau, en réalité, lui, ne va pas faire la différence entre un souvenir réellement vécu et, comme on disait tout à l'heure, la reconstruction. Donc ça signifie que l'imagination, lorsqu'elle est suffisamment répétée ou enrichie de détails plausibles, peut progressivement se rapprocher d'un souvenir dans sa forme. Mais le phénomène ne s'arrête pas à l'individu. Il y a des situations où des groupes entiers partagent en fait une même certitude sur les détails du passé, alors que ce détail est erroné ou inexistant dans la réalité factuelle. Une photo, une phrase, un logo, une scène de film, même un événement culturel deviennent parfois l'objet d'une mémoire collective décalée. Chacun se souvient de la même version, avec la même assurance, comme si elle avait été réellement vécue par tous. En tout cas, ça illustre une chose essentielle, la mémoire n'est pas seulement individuelle, elle est aussi profondément sociale. Elle se construit dans l'échange, dans la répétition, puis dans la validation implicite des autres. Quand une version d'un souvenir circule suffisamment, elle finit par s'imposer comme la version évidente, même si elle n'est pas exacte. Et aujourd'hui, ce mécanisme est encore plus amplifié par l'environnement numérique. Les récits circulent vite, ils se transforment légèrement à chaque partage, se mêlent à d'autres versions, puis se stabilisent parfois sous forme de vérités apparentes. Une information répétée, même incorrecte, peut finir par s'ancrer comme une évidence partagée. Alors pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est devenue finalement familière. Et c'est là que le phénomène devient particulièrement intéressant, parce qu'à ce stade, la question n'est plus seulement de savoir si un souvenir est exact ou non, mais de comprendre comment, collectivement, nous fabriquons des certitudes à partir de reconstructions successives. Alors on vient de voir à quel point notre mémoire peut être fragile, malléable, parfois trompeuse, et comment nos souvenirs peuvent se reconstruire sans que nous en ayons conscience. Alors avant de continuer notre exploration sur Radio G Angers, nous allons souffler un instant
Restez avec nous, on revient juste après sur Radio G. On va plonger dans un univers encore plus étrange, celui des créatures et des monstres digitaux, donc les 2.0, les légendes qui sont nées d'Internet. Et je vous laisse avec une pause musicale et Billie Eilish. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Vous êtes sur Un autre regard sur Radio G Angers 101.5 FM, disponible en DAB+, et en streaming sur notre site internet www.radio-g.fr. Et c'est votre dose bimensuelle de paranormal. Alors si l'on pousse un peu plus loin ce que nous venons de voir, notre mémoire peut reconstruire, modifier, parfois même inventer nos propres souvenirs. Alors une question s'impose naturellement. Qu'est-ce qui se passe quand ce ne sont pas seulement nos souvenirs qui se transforment, mais les histoires que nous nous partageons ? Parce qu'au fond, si le cerveau peut fabriquer des certitudes à partir de fragments, Internet, lui, fait exactement la même chose, mais à une échelle mondiale et en temps réel. Alors, des récits apparaissent, circulent, se transforment, se mélangent à d'autres versions, jusqu'à devenir des histoires que tout le monde connaît, les urban legends, que tout le monde reconnaît, parfois même sans pouvoir dire d'où en fait elles viennent vraiment. Et c'est là que l'on bascule dans un autre territoire, un territoire où les légendes ne naissent pas au coin du feu, mais sur des écrans. Un monde où les mythes ne mettent plus des siècles à se construire, mais quelques heures à devenir viraux. Bienvenue dans le bestiaire numérique. Bienvenue dans les créatures et les monstres 2.0. Alors on entre maintenant dans un territoire qui est encore un peu plus étrange parce qu'il ne s'agit plus seulement de mémoires individuelles, ni même de la façon dont le cerveau reconstruit le passé. Ici, on parle quelque chose de collectif, de diffus, de presque vivant, la manière dont Internet fabrique ses propres mythes. Car longtemps, les légendes naissaient lentement. Elles circulaient de bouche à oreille, évoluaient au fil des générations, se transformaient avec le temps. Mais aujourd'hui, ce processus s'est accéléré de façon vertigineuse. Une image, une vidéo, un récit anonyme sur un forum et en quelques heures, une histoire peut devenir mondiale. Dans cet espace que naît ce qu'on pourrait appeler le nouveau folklore, les créatures et les monstres 2.0, un genre de bestiaire numérique composé de figures étranges, inquiétantes, parfois un peu absurdes, mais qui finissent par s'imposer dans l'imaginaire collectif comme des véritables présences. Alors certaines de ces entités sont devenues, on va dire, de véritables icônes du web. On pense au Slenderman, cette silhouette sombre sans visage, née d'un simple détournement, est devenue une légende mondiale. D'autres émergent de récits collaboratifs ou d'univers artistiques amplifiés par les réseaux, circulant entre forums, entre vidéos et jeux, jusqu'à brouiller complètement la frontière entre la fiction et la croyance. Ce qui est fascinant ici, c'est pas seulement que ces créatures représentent, mais la manière dont elles naissent. Elles ne deviennent pas d'un auteur unique ni d'une tradition ancienne, elles émergent d'un écosystème collectif où chacun modifie, amplifie, transforme une histoire jusqu'à lui donner une existence presque autonome. Et à partir de là, la question c'est comment un simple récit numérique peut-il prendre consistance pour s'imposer à l'imaginaire de millions de personnes. Et c'est là que nous allons explorer maintenant. Alors, il y a des chercheurs en sociologie et en sciences de l'information qui décrivent Internet comme un espace de production et de circulation accélérée des récits culturels. Donc les informations ne se contentent pas d'être diffusées, mais sont constamment réinterprétées par la communauté en ligne. Donc là, c'est Schiffman en 2014. Donc Memes in Digital Culture. Autrement dit, ce n'est pas un simple média de transmission, en fait, c'est un environnement de transformation permanente des histoires. Alors, dans ce nouvel espace, une idée, une image, une vidéo peut apparaître de façon isolée, puis être reprise, commentée, modifiée, remixée, et à chaque étape, elle change légèrement de forme. Alors, ce processus a été largement étudié dans la recherche des mèmes Internet. Henry Jenkins en 2006 qui parle de culture participative où les utilisateurs ne sont plus seulement consommateurs mais aussi producteurs quelque part et transformateurs des contenus. Donc ce fonctionnement crée un effet particulier, les récits ne sont plus du tout figés, ils deviennent évolutifs, presque vivants. Alors historiquement, les légendes et les mythes prenaient du temps.
beaucoup de temps. Les récits folkloriques traditionnels se construisaient sur des générations par transmission orale, par répétition, par adaptation progressive. Aujourd'hui, ce processus il est radicalement accéléré. Une étude sur la viralité des contenus en ligne montre que certaines informations peuvent atteindre une diffusion mondiale en quelques heures seulement. En particulier lorsqu'elles sont émotionnellement marquantes ou mystérieuses. Alors, ce qui prenait autrefois des décennies peut maintenant émerger direct en une nuit. Et dans cet environnement, que quelque chose d'inédit apparaît, c'est des récits qui ne sont plus seulement racontés, mais qui sont construits en temps réel. Un post anonyme, une image étrange, une vidéo un peu peuvent devenir le point de départ d'une histoire qui va s'enrichir, qui va être amplifiée et transformée par des milliers d'internautes. Alors c'est particulièrement visible sur les forums, les plateformes ou les communautés un peu creepypasta, où les histoires d'horreur numérique circulent et évoluent constamment. Petit à petit, certaines de ces créations finissent même par dépasser leur statut en fait initial de fiction d'Internet pour entrer dans une forme finalement de culture partagée, presque mythologique. Et dans ce nouvel écosystème où les récits deviennent vivants, apparaissent des figures un peu particulières, des silhouettes, des entités, des présences imaginaires qui finissent par s'imposer dans le collectif comme de véritables créatures. Alors c'est là que commence le bestiaire du numérique. Alors dans cet univers numérique en perpétuelle évolution, certaines histoires finissent par sortir du flux, anonymes pour devenir des véritables repères du folklore Internet. Des figures qui, à force d'être partagées, prennent une consistance presque autonome. Alors, l'un des exemples les plus connus, ça reste le Slenderman. Il est apparu au début des années 2000 sur un forum de création d'images modifiées. Donc, cette silhouette est lancée, sans visage, en costume noir, n'est au départ qu'un simple montage. Mais très rapidement, elle devient le centre de récits collaboratifs, de fausses enquêtes, de vidéos, puis de véritables légendes urbaines numériques. Le phénomène est suffisamment puissant pour être étudié comme un exemple typique de mythe Internet émergent dans les travaux sur les creepypasta et la culture numérique. Alors, autour de lui gravite tout un ensemble de figures similaires qui sont issues des récits anonymes. Donc, on a Jeff the Killer, par exemple, qui s'impose comme une figure emblématique du visage déformé devenu iconique, avec une histoire qui ne cesse en fait d'être réécrite au fil des versions en ligne. Dans un autre registre, on a The Rake, qui est une forme de créature un peu humanoïde, inquiétante, qui est décrit dans des récits supposés être des témoignages, mais qui circulent comme des faits réels, alors qu'ils révèlent en fait une simple fiction collaborative. Et certaines entités prennent même une forme qui sont encore plus virale, presque médiatique, comme Momo. Et c'est parti d'une image détournée et relayée sur les réseaux sociaux. Elle est vite devenue le centre de rumeurs massives au point d'être associée à des dangers supposés pour les enfants. Alors ce cas est souvent cité dans les études de panique morale liées au contenu numérique, où une image ou une histoire peut être amplifiée bien au-delà de son contexte original. Alors dans un autre registre, il y a des créatures issues d'Internet plus récentes apparaissent directement liées à la culture visuelle du web. Donc on a Siren Head, qui est créé par l'artiste Trevor Anderson, qui s'est imposé via les réseaux sociaux et les vidéos virales comme une entité inquiétante capable de brouiller les codes du réel et de la fiction. Le même univers donne naissance à Cartoon Cat et Long Horse, des figures qui circulent dans des récits fragmentés, des illustrations, des vidéos recontextualisées par les communautés en ligne. Et enfin, certains espaces narratifs deviennent eux-mêmes des mythes. On a parlé tout à l'heure des fameux backrooms. Alors, c'est né d'une simple image de bureau vide et jaunâtre. Ces univers s'est transformé en une véritable mythologie collaborative, enrichie par des milliards de récits, des vidéos, des jeux décrivant un espace infini où on pourrait tomber par erreur, en dehors de toute réalité. Alors, ce qui relie toutes ces figures, ce n'est pas seulement leur aspect inquiétant ou étrange, voire dangereux, c'est surtout leur mode de naissance. Elles ne proviennent pas d'un auteur unique, pas d'une seule tradition ancienne, mais d'un processus collectif, diffus et continu. Elles émergent directement d'Internet lui-même, comme si le réseau devenait capable de produire ses propres mythes. D'un point de vue psychologique, la peur, en fait, est une des émotions qui est la plus puissante pour capter l'attention et favoriser la mémorisation. Alors, des travaux en neurosciences affectives montrent que les stimuli émotionnels, en particulier ceux qui sont liés à la menace, activent fortement notre amygdale, une structure cérébrale impliquée dans le traitement de la peur et de la consolidation des souvenirs émotionnels. Autrement dit, une image inquiétante ou une histoire ambiguë a beaucoup plus de chances de rester en mémoire qu'un contenu neutre. Ah oui, c'est exactement en fait ce que mobilisent ces créateurs de web et ces créatures. Elles jouent sur l'incertitude, le malaise, le presque réel, et si ça existait. Alors un autre élément central est l'ambiguïté visuelle et narrative. Contrairement aux monstres qui sont clairement définis, ces créatures numériques sont souvent floues.
mal éclairés, issus de vidéos compressées, d'images retouchées ou de récits qui sont fragmentaires, donc le flou est essentiel. Des recherches en psychologie de la perception montrent que le cerveau humain a tendance à compléter, comme on disait tout à l'heure, les informations manquantes pour créer un truc plus cohérent. Donc face à une image incertaine, l'esprit va remplir en quelque sorte les blancs et projette souvent ses propres peurs. Bah oui. Mais qu'est-ce qui transforme ces figures en véritables mythes? En fait, c'est leur circulation. Une étude majeure qui était publiée dans le magazine Science en 2018 a montré que les contenus faux ou non vérifiés se propagent souvent plus rapidement que les contenus vrais sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'ils suscitent davantage d'émotions fortes comme la surprise ou la peur. Donc les créatures numériques s'inscrivent parfaitement dans ce schéma. Elles sont conçues ou deviennent par leur circulation des objets émotionnellement viraux. Un autre mécanisme joue un rôle clé, c'est la répétition là aussi. Plus une histoire est devenue partagée ou reformulée, plus elle gagne en familiarité. C'est l'effet de vérité illusoire. Ainsi, une créature fictive peut progressivement sembler connue, donc possible, puis parfois même réelle dans l'imaginaire collectif. Il faut ajouter aussi un facteur contemporain essentiel, c'est les algorithmes. Les plateformes numériques tendent à favoriser les contenus qui génèrent de l'engagement. Des clics, des commentaires, des partages. Alors, on se doute bien que les contenus qui sont mystérieux, inquiétants, ambigus, sont particulièrement performants sur ce plan. Cela crée en fait un effet d'amplification. Plus une créature intrigue, plus elle est visible et plus elle devient crédible aux yeux du public, finalement. Et à partir de là, quelque chose devient évident. Ces créatures ne sont pas seulement des histoires isolées. À ce stade, il y a quelque chose de particulièrement intéressant qui se produit. Certaines de ces créatures, qui étant pourtant totalement issues à 100% de la fiction ou de la création anonyme, finissent par franchir en fait une frontière étrange, celle de la réalité. Alors c'est pas en fait qu'elles deviennent réelles au sens strict, mais elles commencent à être traitées comme si elles pouvaient l'être. Alors sur Internet, une histoire ne reste jamais isolée très longtemps, parce qu'effectivement, elle est rapidement enrichie. Alors, je disais, il y a des images modifiées, des vidéos détournées, des captures d'écran, des faux témoignages, tout un ensemble de contenu qui vient fait, progressivement habiller le récit initial. Une créature fictive peut donc se retrouver associée à des éléments qui donnent l'illusion d'une enquête réelle. Alors, un élément clé dans ce processus, c'est aussi la forme du contenu. Beaucoup de récits autour des créatures numériques adoptent volontairement le code du documentaire, donc c'est-à-dire la caméra qui est un peu tremblante, la vidéo qui a l'air quand même bien amateur, des captures d'écran qui sont floues, des témoignages de gens qui veulent rester anonymes. Alors ce style, souvent appelé esthétique du found footage, est connu pour augmenter les sensations de réalisme perçues. C'était un peu l'idée du film Blair Witch. Des recherches en psychologie ou de la perception montrent que les indices visuels de non-professionnalisation, le flou, l'instabilité, l'absence de montage, peuvent paradoxalement renforcer la crédibilité du contenu. C'est hallucinant. Alors face à ces contenus, le cerveau, lui, il réagit pas de manière binaire. Oh, c'est vrai, c'est faux, mais on va dire, il va réagir de manière probabiliste. Lorsqu'une information est répétée, illustrée et contextualisée, par exemple par un documentaire, elle active donc un sentiment de plausibilité. Ces mécanismes proches de ce que les recherches appellent la fluidité cognitive. Plus une information est facile à traiter mentalement, plus elle est jugée crédible. Alors, autrement dit, une histoire bien construite, visuellement cohérente et souvent répétée, parce qu'on va s'en bouffer, peut être ressentie comme possible sans pouvoir l'être réellement. Ah. Et puis l'autre phénomène qui certainement aide à renforcer toute la présence de ces créatures numériques, c'est la participation des internautes eux-mêmes. Autour de certaines créatures se développent de véritables communautés d'investigation. Elles analysent les vidéos, recoupent les témoignages, créent des cartes, des timelines, des hypothèses. Ce processus étudié dans les travaux de la culture participative transforme la fiction en objet d'une genre de quête collective. Donc même si l'origine est fictive, le traitement lui ressemble à un phénomène réel. Donc ça brouille encore plus effectivement les frontières. Donc c'est ce mélange de la fiction, plus l'enquête, plus la participation de tout le monde qui brouille profondément les repères. À force d'être vu, discuté, analysé, un récit peut perdre son statut de fiction simple, il devient une sorte de zone grise. On n'est ni totalement cru, ni totalement rejeté. Ce glissement progressif est au cœur de nombreux phénomènes de rumeurs numériques, qui sont toujours encore étudiés en sociologie de l'information. Une histoire n'a pas besoin d'être crue par tous pour influencer les perceptions. Il suffit qu'elle soit suffisamment visible et discutée pour installer un doute durable. C'est là qu'on va comprendre quelque chose d'essentiel, c'est que ces créatures ne sont pas seulement des inventions du web, elles sont le produit d'un système complet
où l'imaginaire, la technologie, la psychologie et la circulation de l'information s'entremêlent jusqu'à créer un folklore entièrement nouveau. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors restez avec nous sur Radio G 101.5 FM. On revient dans quelques minutes pour la dernière partie de l'émission, les expériences de sortie de corps entre perception, conscience et mystère. En attendant, je vous propose de planer un peu avec Jefferson's Airplane, White Rabbit. C'était donc Jefferson Airplane. Alors on a plongé tout à l'heure sur Radio G Angers dans un univers étrange de créatures et de monstres 2.0, où la fiction, l'imaginaire collectif et les mécanismes du web finissent carrément par brouiller la frontière du réel. Alors on va respirer un instant, car on a traversé une atmosphère un peu particulière. Imaginez-vous une sensation de flottement, presque de décrochage, comme si la musique elle-même nous éloignait progressivement du sol, du concret, du réel. Et c'est intéressant parce que l'on vient d'entendre fait écho à une question que l'on aborde maintenant, celle des expériences de sortie de corps, des moments rapportés par certaines personnes où la conscience semble se détacher du corps physique. Avec parfois cette impression étrange de se voir d'en haut, d'observer la scène comme si l'on n'en faisait pas totalement partie. Alors, phénomène neurologique, construction du cerveau, état modifié de conscience ou expérience encore mal comprise, c'est ce dernier chapitre de notre émission Un autre regard que l'on ouvre maintenant. Alors on entre dans un dernier territoire, sans doute qui est l'un des plus déroutants de cette émission, parce qu'ici, on quitte le mécanisme de la mémoire, des récits collectifs, même les créatures, pour s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus intime, la manière dont chacun de nous perçoit sa propre existence dans l'espace. Alors, certaines personnes décrivent parfois spontanément, parfois dans des contextes très particuliers comme l'endormissement, une forte fatigue ou un choc émotionnel, ou lors d'une anesthésie par exemple, une expérience étrange, une sensation de décrochage comme si la conscience se séparait du corps. Une impression de flotter, de prendre du recul et parfois même de se voir depuis l'extérieur, comme un observateur de la scène. Alors dans le champ scientifique, on parle d'expérience de sortie de corps ou de out-of-body experience, un phénomène étudié en psychologie et en neurosciences comme une altération de la perception de soi dans l'espace. Mais dans d'autres traditions, notamment spirituelles et ésotériques, ces récits sont parfois interprétés autrement sous le nom de projection astrale. L'idée sous laquelle la conscience pourrait réellement se détacher du corps pour évoluer sur un autre plan. Alors entre explication neuroscientifique et interprétation symbolique, ces expériences interrogent en fait directement notre rapport à la réalité et à ce que nous appelons moi. Toutes les questions que nous sommes abordées jusque-là dans cette émission sur la mémoire, la fiction, la croyance, la réalité convergent en fait vers une interrogation encore plus fondamentale. Qu'est-ce que la conscience fait de nous-mêmes ? Certaines personnes décrivent parfois, sans l'avoir cherché, une expérience très particulière qui peut survenir, comme je disais tout à l'heure. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces expériences ne relèvent pas uniquement de témoignages subjectifs ou de récits personnels. Elles sont aujourd'hui étudiées en neurosciences et en psychologie cognitive. Il y a des travaux majeurs, notamment ceux de neuroscientifiques comme Olaf Blank à Lausanne, qui ont montré que des expériences de décorporation pouvaient être provoquées ou stimulées par des stimulations de certaines zones cérébrales impliquées dans la perception de soi dans l'espace. Alors, ces régions incluent notamment le cortex temporopariétal, qui joue un rôle clé dans l'intégration des informations visuelles, corporelles et vestibulaires. Dans une étude de 2002, Blake et ses collègues ont observé que la stimulation de ces zones pouvait induire chez certains patients une impression de séparation entre le corps et le point de vue subjectif. Ce que suggèrent ces recherches, c'est que le sentiment d'être dans son corps n'est pas une donnée automatique ou évidente. Il s'agit en réalité d'une construction cérébrale complexe qui repose sur l'intégration continue de plusieurs systèmes sensoriels. Lorsque cette intégration est perturbée, le système peut produire une expérience très particulière, celui d'un décalage entre le corps physique et la position où l'on semble être. Alors, ce qui rend ces phénomènes fascinants, c'est que ce n'est pas vécu comme une illusion au moment où ils se produisent. Pour la personne concernée, l'expérience est souvent extrêmement cohérente et réaliste et parfois marquante.
C'est ensuite dans l'après-coup que l'interprétation entre en jeu. Phénomène neurologique, rêve lucide, état modifié de conscience ou dans certaines traditions, on va dire la séparation de la conscience et du corps. Et c'est précisément en fait à cette frontière que la science et les croyances commencent à diverger, vous vous en doutez. Car si le cerveau peut dans certaines conditions modifier la façon dont nous percevons notre propre corps dans l'espace, une question s'impose alors, jusqu'où peut aller cette construction du moi? Et que reste-t-il de la frontière entre la perception, la réalité et l'expérience vécue? Alors pour comprendre cette expérience, la science ne part pas d'une hypothèse spirituelle ou mystérieuse, mais d'une question concrète. Comment le cerveau construit-il la sensation d'être quelqu'un situé quelque part dans un corps? Ce sentiment, en fait, on appelle le soi incarné. C'est pas une évidence biologique simple, il repose en fait sur les intégrations qu'on a vues tout à l'heure. Alors, lorsque le cerveau ne parvient plus à intégrer correctement les signaux sensoriels en une seule représentation cohérente, le système peut alors créer une sorte de double perception. Une partie du cerveau continue de représenter le corps, tandis qu'une autre construit une perspective dissociée, comme si l'observateur se déplaçait hors du point d'ancrage physique. Alors, ce phénomène, il est étudié dans le cadre des illusions de perspective corporelle. Alors, les sorties de corps ne sont pas isolées dans le champ des états de conscience, parce qu'elles représentent des similarités avec d'autres phénomènes qui sont bien documentés, comme les rêves lucides ou les états hypnagogiques, qui surviennent, on va dire, à l'endormissement. Un autre phénomène souvent associé, c'est la paralysie du sommeil, un état dans lequel la personne est consciente mais incapable de bouger, parfois accompagnée d'hallucinations visuelles ou corporelles très réalistes. Alors, dans ces différents états, en fait, entre sommeil et rêve, on trouve une caractéristique commune, une altération de la frontière entre perception interne et perception externe. Ce que le suggère en fait l'ensemble des travaux, c'est que ces expériences de sortie de corps ne nécessitent pas l'hypothèse d'une séparation réelle entre la science et le corps. Ce que la science explique, l'expérience fait ressentir. Donc, si la science décrit ces expériences comme des variations de la perception, d'autres traditions proposent une lecture radicalement différente. Alors, depuis très longtemps, et bien avant les neurosciences modernes, certaines cultures ont interprété ces expériences comme la preuve d'une séparation réelle entre le corps et une autre dimension de l'être, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la projection astrale. Donc, dans de nombreuses traditions spirituelles et ésotériques, on trouve l'idée que l'être humain ne serait pas uniquement un corps physique, mais une forme de conscience capable de se déplacer indépendamment. Dans l'ésotérisme occidental moderne, notamment à partir du 19e siècle et du début du 20e, la projection astrale est décrite comme un état dans lequel la conscience ou le corps subtil se détache temporairement du corps physique pour évoluer sur un plan d'existence qu'on pouvait appeler le plan astral. Alors, cette idée a été popularisée dans différents courants occultes, on va dire, notamment au sein des traditions spirites et théosophiques, qui cherchent à expliquer un peu les expériences de sortie de corps comme des phénomènes réels de dissociation entre matière et esprit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette interprétation n'est pas apparue avec l'ère moderne. On retrouve dans différentes cultures et à différentes époques des récits évoquant des formes de voyage de l'âme, de séparation temporaire du corps ou de déplacement de la conscience pendant le sommeil, la transe ou certains rituels. Alors, ces récits ne parlent pas forcément de projection astrale au sens moderne, mais ils traduisent en tout cas une idée récurrente, celle d'un soi qui pourrait exister indépendamment du corps physique. Alors bien sûr, ici on a deux lectures d'une même expérience. D'un côté, la lecture scientifique qui considère que c'est un phénomène neurocognitif, et de l'autre, la lecture spirituelle qui voit parfois une expérience réelle de déplacement de la conscience hors du corps. Dans les deux cas, le point en tout cas est identique, une expérience vécue extrêmement réaliste, souvent marquante et difficile à remettre en question par celle ou celui qui la traverse. Alors pourquoi est-ce que l'hypothèse spirituelle persiste, vous me direz? Surtout, c'est lié à une chose, c'est l'intensité subjective de l'expérience. Quand une personne a la sensation très nette d'avoir quitté son corps, la réalité vécue sur le moment est souvent plus convaincante que toutes les explications extérieures. Le cerveau ne ressent pas une hypothèse, là il a vécu une certitude. C'est ce décalage en fait entre le vécu et l'explication qui permet à la notion de projection astrale de rester présente dans de nombreux récits contemporains, notamment dans les milieux spirituels, mais aussi dans certaines communautés en ligne qui explorent ces états de conscience modifiés. Parce qu'au fond, lorsqu'on parle de projection astrale ou d'une expérience de sortie de corps, une même question reste ouverte. Comment est-ce qu'une expérience aussi réelle dans le ressenti peut-elle être interprétée de manière aussi différente? Et où se situe justement la frontière entre la perception, l'interprétation et la réalité vécue? Alors à ce stade, on se retrouve dans une zone un petit peu particulièrement délicate, comme d'habitude. Vous écoutez
Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Parce que les expériences de sortie de corps ne posent pas seulement une question à un scientifique. Elles posent une question qui est plus profonde, celle de la fiabilité de notre propre perception. Et oui, ce qui rend ce phénomène déroutant, c'est que s'ils ne sont pas vécus comme des hypothèses ou des sensations floues, ils sont décrits comme des expériences d'une grande clarté, parfois même plus nettes que des sensations ordinaires ou des perceptions ordinaires. Les travaux en neurosciences montrent bien que le sentiment de réalité, c'est une construction active du cerveau, c'est pas un simple enregistrement du monde extérieur. Des chercheurs comme Anil Seth de la University of Sussex proposent que notre perception du réel est une forme de hallucination contrôlée finalement. Le cerveau génère en permanence des modèles du monde et ajuste grâce aux informations sensorielles. Alors dans ce cadre, une expérience comme une sortie de corps, c'est pas une erreur isolée, mais une variation temporaire du modèle interne de soi et de l'espace. En tout cas, c'est un ajustement si vous voulez. Ces expériences sont souvent associées à des états de conscience particuliers, comme on disait tout à l'heure, les endormissements, le réveil, la fatigue extrême, le stress, la paralysie du sommeil, ou lors par exemple d'une anesthésie ou d'un accident. Alors, selon les travaux en somnologie, ces états correspondent à des désynchronisations temporaires entre les systèmes responsables du sommeil paradoxal et celui de l'éveil, ce qui peut produire des expériences de perception extrêmement immersives. Alors, au terme de ce dernier voyage, une chose qui apparaît clairement, c'est que les expériences de sortie de corps ne se situent pas uniquement dans le domaine du mystère ou du spirituel, ni uniquement dans celui de la science. Elles se situent, vous l'aurez compris, dans un espace intermédiaire où la perception humaine devient instable, malléable et parfois surprenante. D'un côté, les neurosciences nous montrent que le sentiment d'être dans un corps est une construction active du cerveau, et que dans certaines conditions, cette construction peut se désorganiser temporairement, produisant ces expériences. De l'autre, les personnes qui vivent ces expériences les décrivent avec une intensité qu'elles dépassent parfois le simple statut de perception altérée. Elles deviennent des événements marquants, parfois fondateurs, qui interrogent dans la manière dont on se définit soi-même. Donc entre ces deux lectures, scientifiques ou spirituelles, il reste un espace ouvert, un espace où l'expérience vécue conserve toute sa force, même lorsque son interprétation varie. Et si l'on peut construire nos souvenirs, nos perceptions et parfois même notre propre position dans l'espace, alors la frontière entre ce que nous sommes, ce que nous ressentons et ce que nous croyons devient beaucoup plus fine qu'on ne l'imagine. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Et voilà, chers auditeurs de Radio G Angers, on arrive au terme de l'émission Un autre regard. On est parti d'un endroit très intime, celui de la mémoire. On a vu à quel point nos souvenirs ne sont pas des enregistrements fidèles, mais des reconstructions fragiles, capables de se transformer sans que nous en ayons conscience. Puis on a basculé vers un autre terrain beaucoup plus collectif, celui d'Internet, où des récits circulent, se transforment et donnent naissance à des nouveaux mythes, de nouveaux monstres 2.0, qui n'existent que grâce au partage, mais qui finissent parfois par s'imposer comme étant presque réels. Et enfin, on a terminé par quelque chose de plus intérieur encore, la perception de soi. Ces expériences de sortie de corps qui interrogent la manière dont notre cerveau construit la sensation d'être ici maintenant, dans un corps, à un endroit précis du monde. 3 thèmes différents, mais une ligne invisible qui les relie. Dans les 3 cas, on retrouve une idée simple mais profondément dérangeante. Ce que nous appelons réalité n'est jamais seulement ce que nous avons devant nous. C'est aussi ce que notre cerveau reconstruit, interprète et stabilise en permanence. Nos souvenirs, nos récits, nos perceptions, tout cela forme un ensemble finalement qui est mouvant, parfois fiable, parfois instable, en tout cas toujours actif. Et peut-être que le vrai sujet de cette émission n'était pas de savoir ce qui est vrai ou faux, mais de comprendre comment nous construisons chacun à notre manière une version du monde qui nous semble cohérente. C'était tout pour ce soir dans un autre regard sur Radio G Angers. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et on quitte avec cette question: si la réalité dépend autant de la perception, alors combien de versions du monde coexistent autour de nous sans que nous en ayons conscience?
La prochaine émission d'Un autre regard, le 16 juin, nous entraînera à nouveau dans les zones frontières entre faits, croyances et mystères. Nous commencerons avec une figure emblématique du spiritisme victorien, la médium Florence Eliza Cook, au cœur du célèbre phénomène de matérialisation qui ont marqué l'histoire du spiritisme et alimenté de nombreuses controverses entre foi, enquête et scepticisme. Nous poursuivrons avec la Santa Muerte, figure contemporaine à la croisée de la religion populaire, du syncrétisme et de la culture mexicaine, souvent entourée de fascination, de peur et de malentendus. Enfin, nous terminerons avec l'une des affaires les plus célèbres du paranormal moderne, l'affaire d'Amityville, entre témoignages, enquêtes, médiatisation et construction d'une légende devenue mondiale. On essaiera en tout cas de tirer le vrai du faux. 3 histoires, 3 époques, mais toujours cette même question. Qu'est-ce qui fait naître un mythe et pourquoi est-ce qu'il survit autant ? Je vous souhaite une bonne nuit, pleine de rêves. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.